Bonjour, eh bien, écoutez, merci d'être présents aussi nombreux. On est aujourd'hui sur un sujet qui est très d'actualité, l'étiquetage avec la nouvelle réglementation. On avait déjà fait une conférence sur ce sujet-là l'année dernière, où on avait eu l'occasion de faire un peu le point sur la nouvelle réglementation. On avait fait une petite introduction là-dessus et on avait pu échanger entre des précurseurs sur ce marché. En l'occurrence, il y avait Dans ma bouteille, 20.co. Je ne suis pas objectif là-dessus puisque j'en suis le dirigeant, je suis obligé d'assumer ma position. Et à l'époque, on avait ATT aussi. Là, on a essayé de ne pas revenir uniquement sur le sujet de qu'est-ce qu'il faut mettre derrière le QR code, etc., etc. On a essayé d'ouvrir de façon plus large sur, OK, on a une obligation réglementaire, donc ça va obliger à retravailler sur les contre-étiquettes ou sur l'habillage en lui-même. Est-ce que ce n'est pas aussi une occasion, puisqu'on est à la WineTech, d'y voir des opportunités d'intégrer de l'innovation? Donc là, on a un panel absolument remarquable, puisque on a Adrien, qui était très à l'avant-garde et qui est toujours à l'avant-garde sur ce sujet de la transparence dans l'information produit, qui va ouvrir un petit peu le sujet pour nous aider à faire le point sur la réglementation. Et ensuite, on va donner la parole à Charles, chez ScanTrust, sur le sujet de la traçabilité, puisque ça ouvre inévitablement cette question-là de qu'est-ce que j'ai mis comme information à l'intérieur. Et après, on fera un petit saut avec un questionnement sur le marketing, puisqu'on va retravailler les habillages avec notre ami Sylvain chez Signia. Et puis, parce que dans les nouvelles technologies, le danger, c'est chacun partir sur ses propres sources ou ses propres moyens d'identifier les produits. On a la chance d'avoir Barbara aujourd'hui chez GS1, que l'on suit tous dans la normalisation de l'information avec les GTIN. Et on terminera de façon prospective avec David sur, on allait dire, l'avenir de la réglementation, et en l'occurrence le Digital Passport. Voilà un petit peu le programme. On va commencer donc tout de suite avec Adrien, 8 décembre 2023. C'est un marqueur important. Toi, ça fait... on peut se tutoyer en public? Bien sûr, bien sûr. Ouais, on se tutoie. Toi, ça faisait un moment que tu étais déjà à encourager les producteurs de vin sur la transparence d'information produit. Arrive le 8 décembre 2023 avec cette réglementation européenne. Comment tu le prends? Alors c'est pour moi une première marche, un aboutissement d'un investissement personnel. J'ai créé Dans ma bouteille par conviction, en fait, sur le fait qu'il y ait un trou, un manque, en fait. Il y avait un manque quelque part. Ça faisait 40 ans que les boissons alcoolisées échappaient à l'information nutritionnelle telle qu'on la connaît. Et en tant que fils, petit-fils de producteurs à Montpellier, je me disais que sociétalement, il y avait quelque chose qui manquait. Et j'ai commencé à poser des questions. Voilà. Et aujourd'hui, le fait que ça devienne une norme européenne, eh bien, c'est une première marche. Ces 7 dernières années, il y a 99% des producteurs qui ne voulaient pas, ma mère y compris. Heureusement, elle n'est pas dans la salle cette année. Non, elle était là l'année dernière, j'en ai pas parlé, c'est pour ça, mais là, j'ose le dire. Et il y en avait quelques-uns qui avec moi, étaient plutôt favorables. Et le problème que je rencontrais très souvent, c'est qu'en fait, ils étaient tous favorables pour me dire qu'ils mettaient rien du tout. Que c'était très naturel, qu'il n'y avait rien du tout. Et donc, si on a uniquement des gens qui disent qu'il n'y a rien, donc je vous le dis, ça ne sert à rien en fait. Il y avait cette nécessité que ce soit régulé, que ça devienne une obligation pour tous et que tout le monde puisse avoir à communiquer une information réglementaire, donc égale, quel que soit l'endroit géographique, le type de produit, etc. Et également aussi pour la lecture du consommateur, puisque c'est la démarche de Dans ma bouteille qui est vraiment tournée sur le consommateur, que le consommateur, ça puisse être pour lui, s'il le souhaite, un repère. Aujourd'hui, le vin, c'est une consommation plaisir. On ne va pas changer le monde et faire demi-tour au réchauffement climatique en indiquant le nombre de calories dans un verre de vin rouge. Ça, j'y crois pas. Mais cette notion de transparence, en fait, c'est comme une balance.
elle est là et quand ça penche trop d'un côté, le producteur peut se dire ah mais alors pourquoi je mets tout ça en fait? Est-ce que ça a vraiment du sens? Non, alors j'en enlève un petit peu. Et le consommateur, quand ça l'intéresse un petit peu, il se dit mais est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que je vais pas choisir plutôt l'autre? Est-ce que c'est important pour moi? Et donc cette grille de lecture aujourd'hui, elle fait une première évolution et je pense que c'est une évolution importante. C'est une petite révolution qui ouvre d'autres perspectives parce que l'univers du vin qui est face à cette réglementation, finalement, ça va lui permettre de rattraper 40 ans de retard. Et ça lui permet aussi finalement d'arriver avec 2, 3, 4 ans d'avance sur tous les autres produits sur lesquels on se dirige certainement vers une transparence accrue et numérique aussi. Et du coup, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est les seuls dans ce marché des boissons alcoolisées. Donc tu me corriges si je dis des bêtises, mais finalement, le vin, c'est entre 8 degrés et 17, 16, c'est ça? À pouvoir, puisque tous les autres sont obligés de l'avoir écrit de façon en lettres sur la contre-étiquette, la liste des ingrédients et le tableau, on est les seuls dans cette partie-là. Donc les sans-alcool ne sont pas concernés, les spiritueux et les bières ne sont pas concernés. On est les seuls dans ce créneau-là à avoir le droit de mettre un QR code et que ce QR code renvoie sur une page web. Donc ça a aussi fait naître tout un marché. Donc tu proposes une offre avec des QR codes pour aller sur une page. Bien sûr, moi j'accompagne les producteurs comme toi ou comme d'autres. On a des trajectoires différentes. Moi, ma trajectoire, c'est uniquement de me concentrer sur cette information consommateur, de la porter vers le consommateur, justement, que ce ne soit pas simplement une solution pour répondre à une réglementation, mais que ce soit aussi une solution qui amène une information que le consommateur peut lire, comprend. Et pour moi, c'est essentiel, même s'il s'agit de calories, même s'il s'agit d'ingrédients raisins, ok, mais il faut quand même le comprendre. Et donc il y a cette notion de transparence, il y a aussi la notion de pouvoir aller plus loin demain. On peut imaginer que derrière ces informations, l'Europe devienne un peu plus, demande un peu plus de choses encore. Ça peut être n'importe quoi. Ok. Et du coup, je vais faire la transition avec Charles, puisque là, on est en train de parler de donner des informations réglementaires et ça ouvre la porte, et ça fait le passage avec une dimension marketing ou une information qui est née de la traçabilité aussi. Et là, Charles, chez toi, chez ScanTrust, c'est aussi votre cœur de business. Oui, merci Philippe, merci Adrien. Ce règlement, pour le nommer, UE 2021-21-17, j'aime bien toujours rappeler son introduction. Elle dit, cette introduction, qu'on doit partager une information de qualité aux consommateurs. Et je pense qu'on est tous d'accord de dire que c'est le minimum des choses qu'on leur doit. Maintenant, nous, de l'information, on en partage depuis plus de 10 ans chez ScanTrust. On a, pour donner un ordre de grandeur, 1,3 milliard de QR codes qui circulent au moment où je vous parle. Et le fait de voir arriver ce règlement européen, c'est un peu comme une bénédiction pour nous. C'est un peu comme la récompense de 10 années de travail à essayer de pousser les industriels, les marques, les fabricants à partager de l'info, à digitaliser cette info pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc comme tu disais, notre cœur de métier, c'est la traçabilité unitaire même, avec des brevets d'anti-contrefaçon, puisque l'information, si on ne peut pas la vérifier, elle ne vaut pas grand-chose à notre sens. Donc voilà, on est vraiment content et on pense que c'est le début d'une grosse transformation. Le 28 février, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la TTB, qui est l'organisme américain pour le tabac et l'alcool, lance une séance plénière et ils vont très certainement faire un copier-coller du règlement européen. Donc on suit ça de près, on aura un temps de parole à cette occasion. On peut parler de la consigne de tri en Californie qui est digitalisable. Pareil pour l'Italie, la consigne de tri est digitalisable. Tout ça, c'est des sujets qui nous concernent. Et on pense qu'avec le même QR code, on peut adresser des problématiques nationales et internationales sur des sujets aussi variés que la RSE, les ingrédients et d'autres choses encore. Merci beaucoup, Charles. Et surtout, préparez des questions que vous pourrez poser après, puisque là, on essaye de faire un petit tour de table rapide et après, on sera vraiment ouvert aux questions que vous pourrez poser aux uns ou aux autres. J'ai trouvé ça intéressant, vu qu'on est tous dans le digital, d'accueillir Sylvain chez Signia, parce qu'on parle de données comme Bonjour. information aux consommateurs. Le fait que, et ça m'a permis de faire la transition, je t'en remercie Charles, sur le RSE,
on sait qu'il y a une crise sur le marché du verre sur lequel il faut apporter des solutions. Et Sylvain, chez Signia, justement, vous êtes au niveau physique sur la bouteille, très à l'avant-garde. Tout à fait. Donc bonjour, je suis Sylvain Maillard, je suis le dirigeant de la société Signia. Donc on a un petit stand juste derrière, après vous pourrez passer si vous voulez. On est leader et spécialiste de l'étiquette adhésive en relief, donc on appelle du doming. Donc on imprime des étiquettes sur lesquelles on dépose de la résine polyuréthane transparente qui donne un effet bombé, un effet relief. Nos marchés au départ c'est la cosmétique, c'est le transport, c'est l'industrie. Et récemment on a découvert une nouvelle opportunité, c'est le marché du vin, de vins spiritueux, puisque aujourd'hui pour vendre une bouteille, il faut qu'elle soit de plus en plus belle, qu'elle soit de plus en plus jolie. Et donc certains domaines font des armoiries sur leurs bouteilles. Sauf qu'on a un problème, c'est que la rareté du verre, la crise de l'énergie, et puis les moules très chers. Avec les verriers, on a du mal à faire des petites et des moyennes séries, enfin les vignerons. Et donc nous, on propose une solution d'étiquetage en relief pour donner du peps à votre bouteille ou la rendre haut de gamme sans avoir à investir un seul centime dans un moule. En plus, l'intérêt, c'est que vous pouvez avoir un prototype en 5 jours sur votre bureau, à votre domaine, et en 15 jours, votre production d'étiquettes en relief. Donc, plus besoin de prévoir. Vous pouvez homogénéiser votre achat de bouteilles et les personnaliser en fonction de vos cuvées. Donc là, vous voyez par exemple Fleur de Miraval. Vous avez une armoirie, la famille Perrin, et donc elle est faite en doming. Donc c'est une étiquette qui est collée, tout simplement. Donc pas de moule. Donc voilà, ça permet une agilité, une réactivité, une créativité du vigneron. Voilà, donc c'est la solution qu'on propose en perçant le marché du vin et spiritueux par cette technologie d'embellissement et de décoration de bouteilles facile par l'étiquette, donc d'où le sujet de la conférence aujourd'hui. Et on peut mettre le QR code dans le moulage alors ? Alors on peut mettre plein de choses dans le moulage. Alors le QR code, je ne sais pas si ça sera très esthétique, mais on peut mettre des puces. On peut mettre ce qu'on veut en fait dans la résine. Et puis il faut savoir qu'on a une entreprise engagée. Donc je ne sais pas pour ceux qui savent, qui connaît, vous pouvez laver la main. Ça fait une petite participation. Le label Ecovadis. Voilà, donc vous êtes peu apparemment. Donc c'est la note RSE mondiale. Toutes les entreprises sont notées sur les mêmes systèmes dans le monde entier, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, en France. Et on fait partie du top 1% des entreprises engagées au niveau social, sociétal, environnemental, économique. Donc voilà, le doming chez Signia, c'est une aventure, mais c'est une aventure responsable. C'est très intéressant de venir nous voir et d'essayer de travailler avec nous parce qu'on sait aussi que le vigneron respecte beaucoup la terre, la nature et ça fait partie de nos valeurs. Et d'ailleurs, nous avons développé récemment des résines biosourcées aux déchets végétaux. On a des brevets également là-dessus avec une de nos filiales. Et je rajouterais que nos résines sont totalement recyclables dans les fours à verrier. Elles disparaissent sans pollution. Donc voilà, c'est un petit peu la solution de facilité et d'embellissement qu'on vous propose aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, on est juste derrière. Merci beaucoup Sylvain. Pour m'aider dans la transition, tu aurais pu me montrer sur la contre-étiquette. Donc je remontre l'armoirie. L'armoirie. Et je retourne la bouteille. Voilà. Et donc il y a un QR code derrière. QR code. Mais alors donc ce QR code renvoie sur une page et chacun pourrait y aller un petit peu de son identifiant. Moi c'est le numéro 324Z, machin, etc. Mais si chacun fait son propre numéro, on va pas s'en sortir, n'est-ce pas Barbara ? Exactement. Bonjour à tous, moi c'est Barbara GS1. Donc vous connaissez toutes GS1, c'est l'organisation internationale neutre à but lucratif. Le standard le plus connu que vous connaissez tous, c'est le code barre. Dedans ce code barre, il y a un numéro, 13 chiffres, c'est ce qu'on appelle le GTIN, le Global Trade Item Number. Et c'est cet identifiant unique, international et interopérable. Et comme tu disais, Philippe, ben si on parlait tous une langue différente, on ne pourrait pas se comprendre. Et cette nouvelle réglementation nous donne la possibilité de partager des informations à travers un étiquetage électronique. C'est quand même le premier produit de l'agroalimentaire à avoir cette possibilité. C'est un défi pour la filière. Donc, il faut que tous les opérateurs travaillent ensemble pour réussir ce défi. Et donc, pour s'échanger ces données, il faut bien parler la même langue.
et aussi identifier le produit. On parlait de traçabilité avec un numéro unique. Chez GESA, donc, voilà, on identifie des produits. Donc, dans ce cas-là, vous identifiez vos bouteilles, vos vins avec un numéro unique. Il y a aussi ce nouveau standard qui a été mis. Les standards, ils sont créés par les entreprises parce que c'est eux qui vont les utiliser. Et ce nouveau standard, c'est ce qu'on appelle le Digital Link avec le QR code augmenté GESA. Vous avez peut-être entendu parler. On a déjà des offreurs de solutions qui ont mis en place ce QR code comme aussi réponse à la nouvelle réglementation. Pourquoi c'est augmenté? Parce que dedans, on peut y mettre plus d'informations. Attention, on le sait, la réglementation, elle est très stricte, mais derrière ce QR code, vous les trouvez quelques-uns déjà dans le stand, vous regardez, et il y a effectivement cet identifiant unique. Donc, le standard G100, c'est un langage structuré. Donc, il y a le standard que tous les offreurs de solutions sont en train de mettre en place pour avoir un langage unique et pouvoir partager ces informations avec tous les différents opérateurs. Parce que le producteur doit partager ces informations avec le consommateur, mais après, ces informations doivent être aussi partagées avec le distributeur, par exemple. Donc, parler la même langue, voilà, ça facilite l'échange des informations. Pour dire juste quelques mots en plus sur ce qu'on est en train de faire en France à niveau de la filière, les travaux de la communauté de déploiement, ça fait plus d'un an que maintenant, on a avec les fédérations, les offreurs de solutions et aussi les opérateurs, on se réunit, on échange sur l'avancée, on échange sur les problématiques pour avoir une réponse commune. Chacun des offreurs de solutions a des différents parties de offres qui travaillent aussi sur la dématérialisation, sur des bons de commande, sur la traçabilité. Adrien, il est très penché sur l'authenticité, sur des ingrédients qui sont dedans. Mais l'intérêt, c'est de parler tous le même langage. Et donc, voilà, c'est une belle communauté auquel maintenant on a plus de 100 personnes et on continue à travailler, changer les best practices pour se mettre en conformité. C'est ça. Et c'est vraiment aller dans le bon sens puisqu'on est parti d'une demande finalement du consommateur pour plus d'informations produits qui amène le producteur à se booster un petit peu dans son marketing. Et dans cet enjeu-là, de ne pas oublier que finalement l'identifiant du produit depuis l'origine dans les vignes jusqu'au consommateur en passant par la distribution, si on a cet identifiant unique, donc le GTIN, ça va permettre d'être sûr de pouvoir le tracer du début jusqu'à la fin. Et pour bien comprendre que ce n'est pas juste un travail à faire aujourd'hui et que ça a un intérêt pour le futur, je trouvais ça intéressant d'avoir un peu de prospective de la part de David Beck, qui est enseignant-chercheur, et de nous permettre de voir en perspective aussi d'autres réglementations qui pourraient arriver, d'autres réglementations qui pourraient justifier qu'aujourd'hui, ça a vraiment du sens de prendre du temps pour digitaliser ces informations, les associer à un identifiant unique, et que cette étape, finalement, ce n'est pas juste une contrainte qu'on a pour le 8 décembre 2023, 2024 ou 2025, mais que pour le futur, ça puisse effectivement trouver sa place. Oui, merci Philippe. Donc, je m'appelle David, enseignant-chercheur, ancien entrepreneur. On parle d'identification, on parle d'authentification, donc c'est extrêmement intéressant. Je vais remonter un petit peu la surface. On a parlé de traçabilité, on a parlé de transparence. En fait, ce qui s'est passé en décembre dernier, donc le 7 décembre dernier, c'est une première étape. Une première étape de l'Union européenne. Et l'Union européenne a dégagé une stratégie à très long terme, stratégie jusqu'à 2050. Donc on ne va pas aller jusqu'à 2050, on va redescendre un petit peu jusqu'à 2030. En 2030, vous avez donc cette notion de traçabilité et de transparence. Elle est inscrite dans une notion qui s'appelle le pacte vert. Donc vous en avez entendu beaucoup parler avec les agriculteurs il y a quelques semaines. Donc le fameux farm to fork, donc de la ferme à la fourchette. Donc pour nous, en termes de viticulture, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a donc un suivi derrière cela. Le suivi est le suivant, simplement.
l'Union européenne a décidé de mettre en place un nouvel outil qui va se généraliser au fur et à mesure, industrie par industrie. Donc nous, viticulteurs, vini-viti, agriculture, on est un petit peu après pour l'instant. D'ici 2026, d'ici 2030, ce sont des secteurs prioritaires. Donc les secteurs prioritaires sont les batteries, notamment, et les piles, dans un premier temps. Le second secteur prioritaire, c'est le textile. Donc le textile est extrêmement intéressant. On va faire un petit pendant avec nous, la Viti, car vous avez d'ici 2030 une obligation pour tous les éléments de textile, donc des chaussures, des souliers, des vêtements, des vestes, peu importe quel type, d'avoir une nouvelle notion qui va arriver au fur et à mesure, qui s'appelle le passeport numérique de produits. Donc en anglais, le Digital Product Passport. Donc le passeport numérique des produits, comme son nom l'indique, c'est un passeport, donc on peut utiliser plein de définitions. Moi, j'appelle ça pour mes étudiants un carnet de santé. Vous savez ce que vous souhaitez comme définition, c'est un passeport pour un produit. Donc simplement, au fur et à mesure, l'Union européenne est en train de travailler secteur par secteur, notamment pour les prioritaires, mais pour nous, pour la Viti, au fur et à mesure, d'avoir des notions de traçabilité et de transparence. Donc ici, on est dans un premier temps, dans un premier terme, on est dans une notion de dématérialisation, donc on donne de l'information, on transmet de l'information via des technologies type QR code, extrêmement épurées, extrêmement utilisées. Vous avez d'autres types de technologies de traçabilité et d'authentification, comme les puces NFC, voire des outils un peu plus pointus d'IoT. Après, vous avez donc un ensemble très très ouvert, hein. Vous avez beaucoup de choses. L'idée, pour en finir jusque-là, en attendant vos questions, si vous le souhaitez, c'est un premier temps. Voilà. Simplement, il faut se souvenir que cette dématérialisation, cette information transmise au consommateur n'est qu'un premier temps. Le consommateur peut scanner, aura une information. Moi, je fais le pendant avec du Web 1. Donc, il a une information unidirectionnelle. Il reçoit une information, donc il scanne, il regarde. OK, pourquoi pas, j'ai cette information nutritionnelle, j'ai ce Nutri-Score, j'ai cette liste d'ingrédients. Vous allez avoir au fur et à mesure ce qu'on appelle le Web 2 et le Web 3, donc des notions d'interaction qui vont se développer entre le consommateur, le producteur et toute la chaîne de valeur au fur et à mesure via cette notion qui s'appelle le passeport numérique des produits, le Digital Product Passport. Voilà pour une grande introduction sur ce sujet. Je te remercie beaucoup, David, pour cette introduction très claire. J'aimerais bien, maintenant, vous avez certainement beaucoup de questions qui vous viennent. Je voudrais rajouter quelque chose. Vas-y, excuse-moi. Pendant que tu interviens, je passe dans la salle pour identifier les gens qui voudraient. Oui, donc par rapport à cette étiquette que je vous ai présentée, il y a aussi un intérêt de diminuer le poids de la bouteille. Vous savez que parfois, au Canada, on ne peut pas exporter une bouteille de plus de 350 grammes. Le fait de ne pas avoir à couler une armoirie dans le verre, ça permet de réduire le poids de la bouteille. Donc ça vous permet aussi d'exporter plus facilement, sachant que vous exportez plus facilement et en plus ça vous coûte moins cher en transport. Donc c'est la décarbonation du monde viticole. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là aussi. Ne vous battez pas, hein. Ah, j'ai une question. Bonjour à tous, je m'appelle Jacopo, je suis membre de la WineTech via une startup qui développe une plateforme qui s'appelle Grapes Chain, qui a comme ambition également celle de valoriser ce qu'il y a à l'intérieur d'une bouteille, de standardiser la façon dont on communique et on certifie l'authenticité qu'il y a dans le vin à l'intérieur d'une bouteille, notamment par rapport aux normes qui s'appliquent en matière d'appellation. Donc essayer de standardiser dans le marché unique européen la façon de certifier cette authenticité, cette conformité. Ma question était celle-ci. Est-ce que le dialogue entre public et privé est déjà parti en dehors de ce qui concerne exclusivement les informations nutritionnelles, donc le règlement notamment qui est entré en vigueur fin décembre? Est-ce qu'il y a déjà des tables rondes à niveau européen? Est-ce que le public invite le privé afin qu'il y ait des solutions de ce type qui sont mises sur le marché, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui reste à niveau public, qui est de domaine public et donc administratif? Merci. Donc, Giacomo, je vais répondre à ta question.
Le Digital Product Passport est une notion où un ensemble, un écosystème se met en place. Donc pour plus précisément répondre à ta question, comme je l'indiquais, pour le moment, il y a des consultations pour savoir quels sont les secteurs d'activité qui vont être mis en place et qui vont avoir cette obligation de transparence et de traçabilité. L'objectif, pour rappel, 2050 est une notion notamment qui est liée, au-delà de la transparence et de la traçabilité, à une empreinte carbone. Donc avant cela, tous les secteurs d'activité sont en train de se mettre en place. Donc sur le site de l'Union européenne, et pour répondre à tes questions, il y a des consultations pour connaître en effet les différents secteurs d'activité qui vont venir après. J'en ai cité 2 rapidement, les batteries, les piles, le textile. Il y a eu tout ce qui est rénovation, innovation, médicaments, j'en passe, et des manières. Donc là, c'est listé jusqu'à 2030. Après 2030, en ce moment, il y a le site, je vous invite à regarder, Digital Product Passport, ou en français, il était aussi en français, passeport numérique des produits, pour savoir quels sont les secteurs d'activité qu'il va y avoir. Cette notion de Digital Product Passport, et je réponds à ta seconde question, va dans cette notion d'interaction avec le consommateur. Ici, pour le moment, j'en reprécise, nous ne sommes pas dans une interaction avec le consommateur. Le consommateur a simplement un outil permettant, en scannant par exemple, d'avoir une information dématérialisée. Donc il est renvoyé vers un site internet permettant d'avoir la liste des ingrédients qui ne figurent pas simplement sur une étiquette ou une contre-étiquette. Donc il n'y a pas pour l'instant d'interaction. À date, et pour rentrer après, Adrien sûrement vous pourra rentrer un peu plus dans les détails, l'Union européenne ne souhaite pas que nous, viticulteurs et viniculteurs, repérions de façon géographique où se situe le consommateur. Il ne souhaite pas pour le moment que nous rentrions dans une interaction avec le consommateur. Donc c'est pour ça que le QR code est fabuleux, extrêmement intéressant pour y avoir accès au niveau financier et extrêmement puissant en termes d'interaction standard. Mais ce n'est qu'un premier terme. Et je sais que la question qui est pendante derrière la question de Jacopo, c'est il y a une question qui va arriver derrière et elle va nous faire cette entrée, pas pour cette séminaire, mais pour les suivantes. Il y a une notion de Digital Product Passport et une notion de blockchain. Donc la blockchain, vous aurez cet après-midi à 14h une table ronde dessus, à 14h ou 15h, pardon, sur la blockchain, et c'est vraiment lié en tant que tel. J'en finis là. Et sur l'interaction avec le consommateur, je trouve que c'est vraiment passionnant. Aujourd'hui, c'est absolument pas dans l'applicatif d'aujourd'hui, et on peut imaginer des choses pour la consigne, par exemple. Si on est amené à développer la consigne de verre, on peut très bien imaginer que le QR code nous indique les points de retour des bouteilles le plus proche de chez soi. Mais ça pose des questions de confidentialité. Pourquoi est-ce pourquoi on pourrait savoir où se trouve le consommateur? Donc, mais si on va vers ça, on peut imaginer des applicatifs vraiment super intéressants. La France est très moteur sur tout ce qui est indication environnementale de pointe. Alors on a des éco-scores, des planètes scores, il y a plein de choses qui naissent sur ce sujet-là et qui sont passionnantes. Et j'aime bien cet exemple d'une bouteille de champagne consommée au Japon, donc qui a fait 8000 km, et ben elle aura probablement, si on l'autorise à savoir où elle se situe, un éco-score bien peut-être D, alors que l'éco-score pourrait être A si il est scanné à Reims. Et dans l'interaction, il y a tellement de choses à imaginer, et à la fois, il y a toujours ce point d'interrogation de la vie privée qui est essentiel et qui, je pense, fait qu'aujourd'hui, on est à cette première étape qui est aussi simplement de digitaliser une information sur un produit sans interaction. Et il y a déjà ce premier step à passer et qui est déjà bien intéressant. Et un tout petit complément, puisqu'on s'éloignait peut-être de la question, c'était les échanges publics-privés. J'imagine que ce n'est pas les consommateurs, c'est plutôt les entreprises. Sur le site de l'Union européenne, il y a des endroits où vous pouvez poser des questions. Et à titre d'exemple, le 24 novembre, il y a 42 questions-réponses qui ont été publiées sur comment interpréter le texte de loi sur la déclaration des ingrédients. C'est des textes qui sont très riches, très denses, mais très utiles. Et ce que je disais tout à l'heure, la TTB, qui est un organisme qui s'occupe du tabac et de l'alcool aux États-Unis, est en train d'organiser la même session qui est ouverte à tous les acteurs de la filière vin. C'est juste qu'il faut s'enregistrer en avance et demander un temps de parole. Mais c'est des espaces d'échange où vous pouvez poser des questions, avoir des clarifications et anticiper un petit peu les choses.
Merci Charles. Je crois qu'on a une autre question là-bas. Juste avant que vous la posiez, je voulais rebondir sur l'exemple que donnait Adrien d'une application qui permettrait de savoir, quand on scanne une bouteille, où quelle déchetterie elle est. Elle existe en Italie. Elle s'appelle Junker, Junker, si vous voulez la télécharger. Je ne suis pas actionnaire dedans, c'est vraiment... je vous donne l'information. Et effectivement, en Italie, c'est juste incroyable. La digitalisation de cette information est obligatoire. Donc tous les produits en Italie avec un barcode, vous les scannez avec cette application. Tous ces produits-là, vous avez immédiatement donc, toutes les informations sur leur composition et les lieux de déchetterie qui sont différents. Si vous êtes à Rome ou à Naples, ce n'est pas les mêmes couleurs de poubelle ou les mêmes endroits où vous allez le faire. L'Italie, très très en avance là-dessus. C'est absolument incroyable. Un dernier exemple que j'aime bien aussi imaginer, parce que du coup, je réfléchis toujours à ce que ça pourrait être demain, mais la Californie, par exemple, a fait une loi qui rend public les données de traitement parcelle par parcelle. Donc on parlait de la géolocalisation. Et aujourd'hui, on peut imaginer qu'une carotte qui est grandie en Californie, quand on la retrouve dans un magasin, en scannant un QR code, on peut savoir sur quelle parcelle elle a grandi et connaître le cahier de traitement. Alors c'est beaucoup de données. Mais je parlais hier avec un viticulteur en Argentine qui me disait « Mais moi, toutes ces données, je les partage déjà, etc. etc. » Mais imaginez si toute cette data, elle devient à être publique, c'est-à-dire il n'y a pas de notion de jugement, c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça. Et public, après, chacun est libre d'avoir accès à cette information en toute transparence. Et c'est un autre exemple où je mets les deux pieds dans l'agriculture de pesticides. Mais... Ça fera plaisir à tous les industriels, je crois. Bonjour Patrick Robert, une question un peu technique, enfin un peu plus technique. Est-ce qu'on va vers la disparition du GenCode et à quel délai? Est-ce que derrière, suivant les éléments, on aura des informations différenciées? Mais je crois que j'ai rendez-vous avec la blockchain à 14h sur ce sujet-là. Je réponds sur la partie disparition de GenCode. Non, on ne va pas vers une disparition GenCode. Peut-être vous avez entendu parler de la migration de avenir futur du code barre vers un QR code. Ça veut dire qu'à partir de la fin 2027, les douchettes en caisse elles seront en capacité de lire les deux. Donc, si vous avez un code barre sur votre bouteille et vous voulez utiliser un QR code pour vous mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, ben, utilisez le QR code augmenté GS1 avec le standard, de façon qu'à partir de 2027 et dans le futur, la douchette en caisse lira ça comme prix. Et le consommateur, avec son téléphone, aura accès qu'à la page réglementaire. Donc il n'y a pas de disparition, c'est juste, voilà. Aux États-Unis, ça fait un petit moment que le QR code plante de plus en peur. C'est à monter parce qu'on peut y mettre beaucoup d'informations. Pour la filière vin, on est très restreint parce que c'est un QR code qu'avec des informations réglementaires. Mais voilà, il n'y a pas une disparition de GenCode. On peut encore prendre une ou deux questions. Bonjour, Stéphane Vatepin. Moi, j'avais une question concernant les informations qu'on peut partager. J'ai cru comprendre que l'UE, en fait, nous obligeait à partager les valeurs nutritives et les ingrédients du produit. Mais ce qui veut dire que nous sommes pour l'instant interdits de partager d'autres informations. Et donc aussi sur cette page, de ne pas mettre de lien vers une autre page qui va donner des informations sur le produit, enfin tout autre. Je me trompe ou pas? Pas du tout. Et c'est... Oui, et juste avant que tu répondes, je sais que tu vas donner des éléments très précis, mais c'est vrai que c'est assez violent parce qu'il y a un texte des questions-réponses qui est sorti, c'était quoi, le 24 novembre. Donc la filière avait reformulé cette question de, quand on arrive sur la page où il y a les ingrédients, est-ce que quand même on peut mettre un lien vers une présentation du produit? Et là-dedans, on a une réponse de la commission qui dit, bah non. Pas de lien. Okay. Et donc pas d'échange entre le consommateur et le producteur. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où, quand vous scannez le QR code et que vous arrivez sur la page, éventuellement, dans un contrôle des douanes, que ce soit en France ou dans un autre pays à l'étranger, si vous avez mis un lien vers votre site web ou vers un site marchand, il va dire « je ne suis pas d'accord ».
Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on a pu échanger, et toutes les informations potentiellement qu'on va pouvoir partager à l'avenir, ça, c'est des choses qu'on est obligé de mettre en attente, en hold, Non. si je puis dire, non? Enfin, Si je peux apporter un complément, du coup, le texte européen dit que vous n'avez pas le droit de partager d'informations marketing. Maintenant, il n'y a pas de définition juridique de qu'est-ce qu'une information marketing. Les copains allemands, ils vont dire que la photo de la bouteille, par exemple, c'est trop marketing. Alors que la DGCCRF française a dit non, c'est très bien d'avoir une photo de la bouteille. Si le producteur imprime le QR code sur la mauvaise bouteille, c'est quand même un garde-fou d'avoir un visuel. Et en extrapolant, la DGCCRF a dit que c'était OK, tout ce qui était RSE, donc consigne de tri, certification bio, label Déméter, etc., qui ne sont pas considérés comme de l'info-marketing. On serait parlé il y a 6 mois, on avait, je pense tous, un lien qui redirigeait vers le site web du producteur, avec comme consigne de mettre la page d'accueil, où on demande de l'âge, etc. Là, la Commission européenne a dit toute redirection vers un site tiers est interdite. Et alors là, c'est à mon échelle personnelle, on a une tendance qui est observée, c'est la multiplicité des QR codes. Et on voit des producteurs qui ont 2 QR codes sur leur étiquette. Un à vocation réglementaire, avec le petit call to action ingrédients et les kilocalories. Et un autre qui a une vocation plutôt marketing, qu'ils avaient très généralement avant. Exactement. Et pour aller dans ton sens, moi, c'est l'exemple que je vois se pratiquer aujourd'hui chez nos clients. C'est d'avoir finalement sur la contre-étiquette le bas de la contre où on retrouve toutes les informations légales, donc degré d'alcool, centilisation, etc. Et le QR code qu'on fait de plus en plus petit pour descendre à 1,2 cm, qui remplacera, en plus on gagne de la place avec le code barre qui va être remplacé par le QR code augmenté de GS1. Et sur le reste de la contre, le marketing, comme on l'a toujours fait avec un petit storytelling sur le vin, mais où là, on met un autre QR code qui est marketing et qui fait la promesse consommateur, retrouver des recettes ou l'histoire ou une vidéo ou quoi que ce soit. Donc, on se retrouverait avec 3 codes différents derrière la bouteille. Le code barre, le QR code pour les informations et éventuellement un QR code pour les informations du produit. Puisque au final, quand le client il va avoir la bouteille, si jamais il n'achète pas la bouteille dans un magasin où il a un conseil, où il a quelqu'un qui lui présente le produit, outre la valeur nutritionnelle, il va peut-être vouloir avoir des informations sur le produit fini. Donc, oui, on va se retrouver avec une multitude de QR codes. Parce qu'on est un peu dans la culture européenne du la feuille blanche, la feuille rouge, le carbone 14, etc. Mais il y a à n'en pas douter, d'ici 1 an ou 2 ans, quand les choses vont un peu se structurer, ça va revenir sur du bon sens. On ne va pas non plus faire 4 pages avec 4 informations différentes. Et le formulaire 422B, 427C, le marché lui-même va se restructurer, j'en suis certain. Et il y a une autre solution qu'on évoque très peu finalement, mais qui est essentielle, c'est que les informations nutritionnelles peuvent être indiquées directement sur l'étiquette. Donc vous pouvez très bien imaginer une contre-étiquette avec le tableau nutritionnel, ou en tout cas son résumé le plus court possible, ingrédients 2 points, et ça vous permet d'avoir un seul QR code si ce QR code n'a que vocation à être commercial. Donc le QR code, c'est une possibilité pour s'éviter d'indiquer des données sur une contre-étiquette qui est déjà petite, et puis avec des représentants de filière qui quand même ont fait valoir que c'était un produit sur lequel on pourrait peut-être s'éviter ça, ou alors qu'il y avait aussi des process de fabrication compliqués, enfin en tout cas courts, qui faisaient qu'on rajoutait des choses à la fin et que c'était difficile de les remettre sur l'étiquette. Mais l'indication en label, on n'en parle jamais finalement. Moi, sur la plateforme, j'accompagne ceux qui veulent dans cette indication. Donc, ils rentrent les données et je leur montre comment l'indiquer sur l'étiquette. Mais ça peut très, très bien s'indiquer directement sur l'étiquette pour limiter le nombre d'interactions. Un petit point de complément par rapport à la question. Il faut, quand vous choisissez un QR code, choisir un QR code qui a la norme GS1. Déjà, c'est obligatoire pour l'avenir, puisqu'en effet, ça va éviter ces fameux doublons. Là, vous parlez de triplons, donc je vais y revenir. Donc, pour éviter les doublons, donc vous prenez directement le QR code par GS1 ou le QR code normé par GS1. Beaucoup de QR codes sociétés, maintenant, sont normés par GS1, c'est parfait. Donc déjà, c'est la première réponse. Par rapport à cette notion de double QR code, en effet, un QR code sur une étiquette, une contre-étiquette, c'est pas très joli. Vous avez d'autres techniques. Donc, je parlais tout à l'heure de puces NFC qui sont un peu plus chères, mais vous avez également des QR codes invisibles. Donc, c'est des notions à aussi prendre en compte dans le marketing. Vous avez différents panels de technologies. Donc là, QR code, comme on connaît, c'est très bien.
C'est un premier point. Si vous voulez faire des interactions, si vous allez aller plus loin, il va falloir prendre obligatoirement 2 types de QR code. Pour rentrer dans le point avec Charles, moi, je ne vous conseillerais pas de faire du marketing avec le QR code spécifique à la traça. Absolument pas, parce qu'en fonction de là où vous allez envoyer votre vin, vous allez avoir des petits soucis, et au niveau réglementaire et au niveau sur des notions un peu plus géopolitiques, géoéconomie, c'est un petit peu mon domaine, il ne va pas peut-être falloir au niveau réglementaire se faire avoir avec ça. Donc il vaut mieux avoir une seconde QR code visible ou le travailler au niveau marketing avec des QR codes invisibles sur lesquels vous allez pouvoir entamer une interaction. Donc pour répondre à ta question, on peut avoir un QR code normé, GS1, qui répond à la réglementation avec un autre type de traçable, donc QPUS, NFC ou QR code transparent, c'est invisible, c'est parfait, et dans ce cas-là, une interaction tranquillement, pour complément. Merci beaucoup, David, pour cette conclusion qui montre bien de l'importance d'avoir des experts pour vous accompagner. Avant d'applaudir chaleureusement les intervenants de cette table ronde, je vous invite à prendre un moment pour aller sur les stands des entreprises de la start-up, de la WineTech. Vous en trouverez beaucoup qui ont des solutions et en accompagnement personnalisé et en solutions clés en main. Donc faites le tour de tous les offreurs qui sont ici. Ils seront vraiment ravis d'échanger avec vous. Je vous remercierai d'applaudir vraiment tous les intervenants qui, je pense, ont partagé beaucoup d'informations de qualité. Merci à vous.